Chers étudiants, bonjour et bienvenue à cette capsule du cours de mécanique. Aujourd'hui, nous abordons la notion de travail ainsi que le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que c'est le travail? Débutons par une définition. Le travail, c'est le transfert d'énergie à un système par l'entremise d'une force extérieure. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on s'intéresse à un transfert d'énergie. Il existe toutes sortes de façons en physique de transférer de l'énergie d'un système à un autre, mais plus particulièrement, le travail, c'est le transfert d'énergie qui provient de l'application d'une force. Donc, une force qui est exercée sur un système, et cette force va changer la quantité d'énergie qu'on retrouve dans ce système-là. Mais pour comprendre un peu plus en détail de quoi il s'agit, je pense qu'il faut définir la notion de système ici. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'un système? Un système, premièrement, ça peut être un objet. Donc, si j'ai un objet ou une particule, et je peux considérer que cette particule, c'est le système dont il va être question dans mon étude. Ou un système, ça pourrait être un ensemble de particules. Ça peut être des particules comme ça, indépendantes, et je les regroupe et je dis que ces particules-là ensemble forment mon système. Ou ça pourrait être des particules qui sont déjà reliées entre elles. Ça sera encore un système. Finalement, un système, ça peut être une région de l'espace. Donc là, tout ce qui est entre mes pointillés est considéré comme faisant partie de mon système. Ça inclut les particules, mais ça inclut simplement aussi l'espace environnant. Donc, pour qu'on parle de travail, il faut qu'il y ait une force qui s'exerce sur le système et que cette force provienne de l'extérieur du système. Donc là, on imagine ici, donc il y a une pression, il y a une poussée qui est exercée sur un des objets, donc ça constitue une force extérieure, et donc ça pourrait venir changer la quantité d'énergie qui se trouve dans mon système. Mais ce qui est bien important, c'est que pour qu'une force puisse effectuer un travail, donc pour qu'une force puisse permettre un transfert d'énergie, il faut que le point d'application de la force, donc l'objet ou le système qui subit cette force-là, soit en mouvement. Donc, il faut que l'objet, comme par exemple, on a ici un objet qui est représenté, il faut que cet objet effectue un déplacement delta R pour que les différentes forces qui s'exercent sur cet objet puissent potentiellement effectuer un travail, donc puissent changer, faire varier la quantité d'énergie que possède cet objet. Alors, comment calcule-t-on le travail? Alors, on voit ici le travail donc, qui est représenté par la lettre W. Eh bien, on l'obtient en effectuant le produit scalaire entre le vecteur force qu'il subit ainsi que le vecteur déplacement qu'il est en train d'effectuer. Donc, c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Le travail, ça représente une quantité d'énergie qui est transférée. Alors donc, on comprendra que l'unité du travail, c'est le joule, et on se rappelle que 1 joule, c'est égal à 1 newton fois mètre. Bon, effectuons un exemple avec des valeurs numériques. Donc, on a ici une caisse qui se trouve sur un plan incliné selon un angle de 20 degrés, et cette caisse effectue un déplacement de 2,50 mètres. Il s'agit d'une caisse de 3 kg, et pendant son déplacement, elle subit trois forces différentes. Il y a la force normale que le plan incliné exerce sur la caisse, il y a une force gravitationnelle, il y a aussi une quelconque force extérieure F. Alors, on va vouloir aller déterminer le travail effectué par chacune de ces trois forces. Donc, vous avez les calculs qui apparaissent en bas de l'écran. Débutons tout d'abord par notre force F. Donc, c'est une force qui est horizontale. Elle va donc effectuer un angle de 20 degrés par rapport au déplacement. Donc, on se rappelle dans le calcul du produit scalaire, on a besoin de connaître l'angle entre les deux vecteurs que l'on multiplie. Donc, ici, on calcule que cette première force effectue un travail de 35,2 joules. Ça veut dire que pendant le déplacement de l'objet, la force va transférer à l'objet 35,2 joules d'énergie supplémentaire. Pour la force normale, maintenant, on arrive à une situation intéressante. Cette force normale est perpendiculaire au déplacement. Eh bien, étant donné que le cos de 90 degrés, c'est égal à 0, bien, on obtient que le travail effectué par la normale ici sera nul. Et finalement, la force gravitationnelle, un petit peu de géométrie nous indique que la force gravitationnelle est orientée à un angle de 70 degrés avec le déplacement. Eh bien, en faisant le calcul, on obtient ici un travail de 25,1 joules.
Alors cet exemple nous permet de nous intéresser à quelques cas particuliers lorsqu'on effectue le travail de différentes forces. Parce qu'on a certaines forces qui arrivent très souvent dans nos problèmes. On a vu ici la force gravitationnelle et la force normale. Il y a également la force de frottement qui va régulièrement se présenter à nous dans les exercices. Alors donc, on regarde ces cas particuliers. Vous avez le droit de mettre la diapositive sur pause pour prendre bien le temps de regarder les équations. Lorsqu'on calcule le travail tout d'abord pour la force gravitationnelle, on effectue le produit scalaire entre la force gravitationnelle et le déplacement. Et ce que l'on constate avec ce produit scalaire, c'est que la force gravitationnelle va effectuer un travail uniquement lorsque le déplacement de l'objet a une composante verticale. Donc, si vous avez un objet qui se déplace à l'horizontale, la force gravitationnelle va être perpendiculaire à ce déplacement. Alors, dans ce cas-ci, le travail sera nul. Donc, c'est seulement si vous avez un objet, le mouvement n'a pas besoin d'être uniquement vertical, mais il faut qu'il y ait une composante verticale au déplacement pour que le travail soit non nul. Ensuite, maintenant, pour la force de frottement, bien, généralement, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, une force de frottement va être exercée dans la direction opposée au déplacement. Donc, avec un angle de 180 degrés entre cette force de frottement et le déplacement, bien, ça nous donne une expression qu'on peut utiliser couramment pour le travail effectué par une force de frottement. Et finalement, pour la force normale, bien, règle générale, puisque la force normale est perpendiculaire aux surfaces en contact, ça signifie qu'elle sera perpendiculaire au déplacement. Alors, dans la grande majorité des cas, le travail effectué par la normale, bien, ça sera égal à zéro, ça va être nul. Quelques remarques supplémentaires. Donc, comme on vient de le voir, si on a une force qui est perpendiculaire au déplacement, eh bien, cette force va effectuer un travail qui est nul. Ensuite aussi, on peut remarquer qu'un travail peut être négatif. Alors, qu'est-ce que ça signifie si le travail effectué par une force est plus petit que zéro? Bien, ça signifie que la force, elle n'est pas en train de transférer de l'énergie vers le système, elle est plutôt en train de transférer de l'énergie hors du système. Donc, elle est en train d'enlever de l'énergie au système. Il est également possible de déterminer le travail qui est effectué par une force variable. Donc ici, tous les exemples qu'on a vus, c'était avec des forces qui étaient constantes. Si la force est variable, eh bien, on notera ici qu'il faut il faut appliquer une intégrale pour calculer le travail. On ne fera pas d'exemple avec une intégrale dans le cadre de cette présentation-ci. On termine avec une notion qui est très importante et qui est reliée au concept de travail, et c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que dit le théorème de l'énergie cinétique? C'est que si on calcule le travail total qui est effectué sur un corps pendant un déplacement, eh bien que ce travail total va être égal à la variation de l'énergie cinétique de notre corps. Donc, on additionne le travail effectué par chacune des forces et ce travail total, eh bien, va représenter la variation de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique du corps pourra avoir changé. On va mettre ça en application, on va revenir à notre exemple précédent, on va rajouter une information supplémentaire, on va considérer que le bloc qui est représenté dans cet exemple était initialement au repos, donc avec une vitesse initiale qui est nulle. Donc calculer le travail total qui est effectué par mes trois forces. Donc j'ai un travail total de 60,3 joules, donc 60,3 joules. Alors ce travail total va représenter une variation de l'énergie cinétique de mon bloc. Ça veut dire qu'après son déplacement, le bloc va posséder 60,3 joules d'énergie cinétique supplémentaire. On se rappelle que l'énergie cinétique est calculée selon l'expression 1 demi mv carré. Donc, la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, sachant que la vitesse initiale du bloc est nulle, ça nous permet ici d'aller calculer la vitesse finale du bloc, c'est-à-dire on obtient 6,34 mètres par seconde. Donc, on peut voir ici que le théorème de l'énergie cinétique va nous permettre de résoudre certains problèmes, un peu comme on le faisait avec la dynamique, donc un peu comme on le faisait avec les lois de Newton, c'est-à-dire qu'en connaissant l'état de mouvement initial
d'un objet, on est capable, en fonction des différentes forces qui sont appliquées, on est capable d'aller calculer quel va être son état de mouvement final. Alors j'espère que cette capsule vous a permis de bien comprendre le, la notion de travail ainsi que le théorème de l'énergie cinétique. Alors merci pour votre écoute. Bonne journée à tous.